Bonjour Monsieur Vernochet. Bonjour Madame Dugo. Nous allons donc aujourd'hui évoquer le sujet des attentats, des derniers attentats d'Orlando. Oui, ça me paraît important. À ce propos, donc que dire, que penser de ces attentats? Écoutez, il y a tellement et tellement de choses à dire, à commencer, je veux dire, il ne faut pas être surpris. Nous inscrivons dans une logique qui ne peut aller que crescendo. Après les attentats de Bruxelles, après le 13 novembre à Paris, on voit bien, alors on peut dire que c'est parce que la bête est blessée là-bas, en Syrie, en Irak, qu'elle se revenge en répandant la terreur à sa périphérie. Non, non, le cancer, même si on l'a un peu écorné au Proche-Orient et au Levant, le cancer a métastasé, c'est indéniable. Quelles sont les forces en présence, à votre avis, qui induisent ce genre de phénomène récurrent dans les pays occidentaux? Alors, je vais faire dans le schématisme et la simplicité, comme d'habitude. Alors, tout le monde accuse l'islam. Alors, on essaye de faire le tri entre les bons et les méchants musulmans, qui seraient les bons, en disant qu'il n'y a pas d'islam modéré. Non, mais il y a aujourd'hui à l'œuvre, à travers le monde, je dis bien à travers le monde, ça va jusqu'en Asie, en Thaïlande, partout, sur les marches de la Chine, au Xinjiang, au Turkestan chinois, mais également en Indonésie. On a une forme d'islam qui est plus une idéologie qu'un islam, qui s'appelle le wahhabisme, qui est à la fois un schisme et une hérésie, et qui n'a d'ailleurs plus rien à voir avec l'islam. C'est une forme dégradée. De même qu'autrefois, on avait le cher Abedland qui parlait du Masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie mondiale. Le wahhabisme est la forme parfaitement adaptée à l'islam, du monothéisme du marché, de l'hypercapitalisme, de l'anarcho-capitalisme, ou la forme moderne, puisqu'on voit que l'anarcho-capitalisme conduit, on peut le voir ça à travers les injonctions, les oukases bruxellois, où on concentre les professions. On est en train de faire une sorte de collectivisme, de collectivisme industriel, sous la houlette financière. On regroupe tout. On regroupe actuellement les laboratoires, on met ça aux normes européennes. Par exemple, j'ai pris l'exemple des laboratoires, et donc il y a une perte d'identité, d'unité, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a plus d'esprit d'entreprise, mais il y a la dictature des banques, donc on arrive à un collectivisme sous couvert de capitalisme. Donc c'est le nouvel ordre mondial, je ne vais pas vous choquer en disant cela. Bah non. Oui, c'est effectivement, on arrive par des chemins détournés au même résultat. Donc Orlando, c'est l'une des manifestations. Il faut des loups pour garder le troupeau. Oui, alors, quels sont les loups? Les loups, c'est le gars qui va passer à l'acte. Là où nos amis, les grands mondialistes, les grands initiés mondialistes commettent une erreur, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils jouent avec le feu. Ils libèrent des forces, ils ont frotté la bouteille, il y a des djinns qui en sont jaillis de ces bouteilles, mais par grappe entière. Ils ne comprennent pas ils partent de ce point de vue imbécile que tous les hommes sont bâtis sur le même modèle, qu'ils ont les mêmes constructions intellectuelles, les mêmes connexions neuronales. Non, on est dans un monde, ils ont touché à un monde où, chez les esprits les plus faibles, tuer un kafir, un koufre, un mécréant, un apostat, un chiite étant un apostat, on va droit au paradis. Mais ce sont des forces incontrôlables. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces forces sont quand même financées, bien entretenues, entraînées? J'ai dit que nous avions libéré les djinns. Oui. Celui qui a frotté la bouteille, c'est celui qui a pensé comme un utilisons le mot d'abruti comme un abruti de base, mais dans son orgueil. On peut dire la chuspa, mais on peut dire aussi l'hybris. Hubris en grec ancien, l'orgueil démesuré, qu'on pouvait contrôler des forces, et que, partant du principe que tous les hommes étaient bâtis sur le même modèle, c'était des sortes de mercenaires, il suffisait d'appuyer switch on, switch off, c'est-à-dire on appuyait sur le bouton, on allumait la lampe, on l'éteignait. D'ailleurs ce ton s'était vanté, je ne sais plus quel roi, ou prince plutôt, ministre des Affaires étrangères saoudien en visite chez Poutine, juste avant Sochi, qui avait tenté une sorte de marchandage sur le pétrole, sur la sécurité, en disant mais nous les troupes wahhabites on en fait ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a libéré des forces
pseudo-spirituelles, qui sont même contra-spirituelles, puisque antéchristiques, on peut le dire, c'est le Dajjal, mais ces forces, on ne peut plus les réprimer une fois qu'ils sont lâchés. On peut quand même réfréner en supprimant les financements, ça risque oui, et puis d'atténuer le phénomène. On peut peut-être atténuer le phénomène, mais je vais vous dire, le terrorisme se développe aussi sur le terreau de putréfaction de nos démocraties. Oui. Du temps de Staline, il n'y avait pas de terrorisme en Russie. À la fin de l'Empire, à la toute fin de l'Empire, quand le pauvre Alexandre II, qui venait d'abolir quelques mois avant le servage, se fait assassiner, alors que c'était un tsar, un empereur d'un très grand libéralisme au sens noble du terme, Nicolas II arrive, mais plus rien ne tient. D'ailleurs, on croit que ce sont des révoltes populaires. Non, le peuple n'était pas très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était surtout des révoltes bourgeoises, c'était les élites qui voulaient se débarrasser. Les élites soi-disant éclairées, la bourgeoisie, comme en 1789 chez nous. Et à ce moment-là, on a eu des vagues de terrorisme qui extravagante pendant au moins jusqu'au début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, des dizaines de milliers de morts en l'espace de 10 ou 12 ans. Ça a été le terrorisme que nous connaissons aujourd'hui, c'était pas exactement le même terrorisme. On visait des fonctionnaires, mais pas seulement de hauts fonctionnaires, des aristocrates, on tuait tout le monde. Vous êtes en train de dire que les classes populaires sont instrumentalisées dans les pauvres classes populaires, je vais vous dire ce qu'elles veulent. Elles veulent élever leurs enfants, gagner leur vie, avoir le minimum de dignité. Les classes populaires ne veulent pas des choses terriblement extravagantes. Mais par contre, dans les révolutions, on les met en avant pour dire que ce sont des révolutions populaires. Les révolutions sont conduites par ce que Marx appelait une peine prolétariale, prolétariat en haillons, c'est-à-dire la ville racaille, la canaille, les bas-fonds de la société que l'on jette, les bandits, ceux qui sont ordinairement tenus par les lois, la répression, la police, la justice, ceux-là on les libère d'un coup et ils entraînent tout le monde. Alors le peuple peut, le cas échéant, effectivement si c'est entraîné, on va brûler le château, la ferme du coin, on ne brûle pas l'usine, mais en tout cas on fait la grève dans l'usine. Toujours est-il que le populo est très rapidement pris en otage dans la révolution. Je termine sur la révolution de 1917. On sait que très rapidement on a fait tirer sur les populations civiles, sur les ouvriers. Il y a eu la sédition de Kronstadt, l'armée rouge est venue éradiquer la population, hommes, femmes, enfants et vieillards de Kronstadt. C'était les ouvriers de Kronstadt, la petite île Kronstadt qui est devant Saint-Pétersbourg. Les révolutions populaires paysannes en 1918-1920 ont été écrasées dans le sang. C'est la Tchéka ne s'en est pas seulement pris aux classes bourgeoises, à l'aristocratie, aux intellectuels, aux prêtres, mais également beaucoup au peuple. Alors pour revenir à nos moutons, aurait dit Topaz, les forces qui ont été libérées sont des forces qui ont été créées, entretenues, soutenues au départ par ceux qui pensaient pouvoir s'en servir comme des mercenaires. Mais là, on a des forces spirituelle entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de spiritualité dans l'affaire, mais il y a des gens qui sont mus par des passions fanatiques d'ordre, on va dire, d'ordre religieux. Et ça ne se réfrène pas. Si je vous suis bien, il semblerait que dans chaque processus révolutionnaire, les mêmes mécanismes se mettent en place à chaque fois. Les mêmes schémas de dislocation sont à l'œuvre. Les mêmes schémas historiquement de dislocation sont à l'œuvre. Décomposition de l'Empire tsariste, décomposition actuellement des démocraties occidentales qui n'ont plus la... Pardon ? Démocratie, beaucoup d'apparence. Oui, démocratie avec deux S. Hein. De nos démocraties, donc le terreau peut proliférer. On nous a dit, j'ai vu un sénateur PS, on avait envie de lui filer des claques, mais on ne file pas des claques à un écran de télévision. On a 10 000 fichesses, on ne peut pas mettre un flic derrière, d'ailleurs aucune société ne peut le faire. Comme je disais à Youssef Indy, que nos auditeurs connaissent bien, il suffit de les foutre à la porte. Alors on dit, ah oui, mais les lois internationales interdisent de faire des apatrides. Eh bien, les lois internationales obligent, quand on capture des hommes sur le champ de bataille, d'en faire des prisonniers de guerre. Ça s'appelle les conventions de Genève. Les Américains ont foutu en Afghanistan les gens à Bagram,
super camp de la mort en Afghanistan, à Abu Ghraib en Irak, à Guantanamo, enfin partout, les considérant justement comme des prisonniers du champ de bataille et surtout pas comme des prisonniers de guerre. Ils l'ont fait aussi avec les Allemands au lendemain de la guerre. 1 million et demi d'Allemands ont péri dans les camps américains. Ça, si ce n'était pas des camps de concentration, qu'était-ce? De maladies, de froid, de sous-nutrition, puisqu'ils ne voulaient pas la Croix-Rouge qui s'était rendue jusqu'au bout à Auschwitz, ou presque, n'avait pas le droit d'entrer dans les camps prisonniers allemands. Et ces gens n'avaient pas le droit au statut précisé, édifié par les conventions de Genève. Ce n'étaient pas des prisonniers de guerre. Donc, puisque la guerre s'est prolongée après la guerre. Revenons encore une fois à notre sujet. Donc, on peut très bien mettre à la porte 10 000 individus suspects et tout le monde vivra non pas en harmonie, mais respirera déjà un peu mieux, à commencer par les musulmans. Oui, mais qui vont à la porte? Ok, à la porte, on va les chasser de chez nous, qui les accueillera? Bah, c'est qu'est-ce qu'on en affiche. Qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Si les États dont ils sont originaires ou dont leurs parents sont originaires n'en veulent pas, et bien alors ils seront apatrides. Et alors, qu'est-ce qui vaut mieux que les gens se fassent mitrailler, tuer, assassiner, égorger ici, que l'on crée, que l'on faites-vous d'eux? Mais écoutez, la suppression de nationalité, c'est pas fait pour les chiens. Il vaut mieux éviter la guerre civile en France, parce qu'on s'y achemine, au prix de 10 000 individus suspects, fanatisés. Alors je porte pas de jugement sur eux. Sont des gens, on l'a dit à très juste titre, qui tout d'un coup se trouvent en rupture sentimentale, en rupture professionnelle, en rupture scolaire, en rupture de tout ce que vous voulez. Il y a l'appel d'air romantique vers les grands horizons de la guerre sainte, et qui plongent, qui sont pris au piège. Mais il vaut mieux sacrifier, entre guillemets, 10 000 individus que de sacrifier une société tout entière. Parce que les premières victimes d'Orlando et de Magnanville, ce sont les musulmans eux-mêmes. Les musulmans ont commencé à raser les murs en disant pourvu que les Français et ils n'auront pas tort. Ils n'auront pas tort. C'est tout l'équilibre sociétal qui est remis en cause. Merci à ceux qui ont pratiqué l'immigration massive, qui ont laissé les Séoudiens, les Qataris construire des mosquées, et qui ont payé, financé des prêcheurs, des imams qui... Merci aussi à nos propres qui ont laissé faire, qui étaient trop cons. Qui ont favorisé. Qui étaient trop contents, et au ministère de l'Intérieur, qui savaient parfaitement ce qu'ils disaient dans les prêches, mais qui ont laissé faire. Bien entendu. Voire qui ont favorisé. Voire qui ont favorisé, parce que, par un raisonnement cynique, ils se sont dit, les gamins qui vont aller combattre en Syrie, ça, la grande géopolitique euro-américaine, euro-atlantiste, de faire tomber les régimes laïques au profit d'Israël, de faire tomber les régimes laïques du Proche-Orient, il est bien clair que ces gamins vont aller se faire tuer là-bas. C'est une participation française. On disait, on débarrasse les banlieues d'éléments souvent violents, de dealers, de gars à la dérive. Voire qui reviennent ensuite. Mais ensuite ils reviennent. Voilà. Mais ça, c'est l'effet boomerang, c'est le retour de flamme. Et tous nos grands politiques, de toute façon, c'est la démocratie. Chacun voit son petit bout de tâche, et puis colléga, c'est le gars d'à côté. Personne n'a le schéma d'ensemble de la centrale sous les yeux. Pensez-vous qu'il y ait un double discours parmi les services de renseignement occidentaux entre, d'une part, ce qui a été fait sous la houlette du sens de l'État, et ce qui a été fait sous la houlette de l'État profond, qui a évidemment des intentions cachées, et qui envoie aussi ces gens-là de façon à disloquer en interne la société française. La réponse est facile. On l'a vu au Quai d'Orsay, mais on le voit dans les services. Ceux qui ne sont pas d'accord, on les écarte, on les envoie à la retraite le plus vite possible, ou on les met à la porte. On les met à la porte, carrément. On leur demande, on les convoque, conseil de discipline et du balai. Oust. Pensez-vous qu'il y ait une différence dans chacun des pays occidentaux entre les actions secrètes de l'État au nom de l'État, c'est-à-dire au nom du peuple en question, dont il est question,
et des actions qui seraient faites par un État profond. Alors, je vous entends bien, c'est une de vos thèses, et elle n'est pas absurde. Je pensais à l'État profond qui est né d'abord en Turquie. On a pu parler après le 11 septembre d'un État profond aux États-Unis, mais on peut penser maintenant, l'idée n'est pas ça. Avec les attentats en Italie. Voilà, avec la stratégie de l'attention, les années de plomb, l'attentat de la guerre de Bologne, avec l'installation, mais qui n'était pas l'État. Il y avait des réseaux comme les réseaux Gladio, qui étaient des réseaux dormants, comme pour faire face d'ailleurs aux réseaux communistes qui détenaient des armes. Ils avaient des arsenaux, des dépôts, des caches qui étaient installés en cas de guerre ouverte entre les deux blocs. Donc on avait une 5e colonne installée en France, qu'on a favorisée. Hein. Les communistes n'ont jamais été malmenés. Mais j'aurais tendance à commencer à vous suivre et à penser qu'il existe aujourd'hui des structures bis. On voit bien que les guignols qui nous gouvernent, les messieurs Valls et les messieurs Hollande, ne sont que des prête-noms. Ce sont des sortes de fantoches, qu'il y a derrière d'autres forces qui sont d'ailleurs pas forcément, ils ont des relais en France, mais qui peuvent être situés au niveau de Bruxelles, de l'OTAN, ou plus discrets encore. Mais donc il commence à se dessiner un État profond, qu'il y a des inspirateurs, des tireurs de ficelles, qui n'apparaissent pas forcément tout le temps sur le devant de la scène. Qui auraient infiltré les cellules de l'État réel. Même pas infiltrés, c'est eux qui les fabriquent. L'État réel et leur émanation. C'est eux qui choisissent les hommes. Que pensez-vous, enfin, que serait-il possible de faire dans un moyen terme, peut-être pas court terme, mais au moins moyen terme, pour résoudre ces problématiques? Ça sera peut-être notre mot de conclusion. Il faut virer l'équipe gouvernementale, la présidence. Mais pour mettre qui une équipe ça, c'est la grande question. À la Sarkozy aux Républicains? Non, surtout pas, surtout pas. Alors pour mettre qui? Tant que nous restons dans le bipartisme. Alors je pense qu'il existe, face au pays légal qui comprend le super pouvoir médiatique, il existe un pays réel, avec des hommes de grande qualité, mais qui n'apparaissent quasiment jamais, et de femmes, bien entendu, qui n'apparaissent quasiment jamais dans les lucarnes. Et qui n'auront pas les 500 signatures pour se présenter au présidentiel. Donc il faut qu'il y ait une espèce de mot anglais, turmoil, de gros bouleversements, de gros mouvements de convection, que ces gens soient renvoyés au néant d'où ils viennent. Il faut dans les classes, dans les élites dites intellectuelles et autres, une sorte d'aggiornamento, de renaissance, qui permettent de faire émerger, mais il faut dégager, il faut commencer par dégager les autres. Ça ne se fera pas dans les 2-3 prochaines années. Vous n'en savez rien, le système est arrivé à ce point de décomposition qu'il peut très bien s'écrouler. Oui, s'écrouler, mais ressortir de ses cendres demandera du temps, puisque les élites ont été soigneusement sélectionnées. Non, ne croyez pas ça, la fonction aussi crée l'organe. À la Convention, il y avait les 10 brutes qui dirigeaient, qui envoyaient tout le monde à la guillotine, mais en dehors ceux qui ne voulaient pas siéger, on crée justement ce qu'il y a de bon dans la Révolution, c'est-à-dire dans les commissions. C'est eux qui ont inventé le système métrique, qui ont redessiné la carte de la France, qui ont préparé les grandes réformes du Code civil de Napoléon. C'est Napoléon qui l'a dirigé, qui l'a piloté. C'est vrai que les grandes réformes du Code civil et du législatif en général ne sont pas actuellement préparées par les personnes. Non, mais alors, c'est le moins qu'on puisse en dire. Nous ne conclurons pas sur ce sujet, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, pour diriger ce pays, des hommes de compétences, des techniciens. Surtout pas de hauts fonctionnaires, surtout pas de politiques professionnels. Nous avons des politiques. Valls n'a jamais travaillé de sa vie, Hollande n'a jamais travaillé de sa vie, comme tous ces gens. Macron, lui, il est passé par la finance. Dans les universités, il y a eu beaucoup il y a eu des vagues de sorte de purge pour purger l'ancien régime, si je puis dire, et mettre à la place des hommes de conviction actuels. Voilà, de conviction actuelle. Donc, non, mais les intellectuels, de façon générale, ne sont pas des hommes d'action. J'en connais de délicieux, d'extraordinairement intelligents et cultivés, mais qui sont incapables. Il faut des hommes qui, à la fois, la capacité réflexive, je l'ai dit dans une vidéo avec vous d'ailleurs,
quand j'envisageais, j'appelais à la constitution d'une espèce de gouvernement, non pas provisoire, mais de gouvernement relais, avec des équipes de techniciens, recrutés uniquement sur leurs compétences, sur leur aptitude à pouvoir prendre immédiatement un département administratif ministériel. Alors, je voudrais, pour éviter toute conclusion, rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes au 40e anniversaire de la révolte de Soweto, qui a engagé le processus conduisant à la fin du régime d'apartheid, mais l'apartheid, on confond toujours, parce qu'on ne connaît plus le sens des mots. Apartheid, c'était pas la ségrégation, ce qui ne veut pas dire que l'apartheid ne s'accompagnait pas de ségrégation. Apartheid, c'était développement séparé, qui démarre au lycée, alors comme par hasard, là je trouve ça éminemment symbolique, qui démarre au lycée d'Orlando. Oui, ça nous revient à notre sujet du début. Alors c'est Orlando, c'était le 30 avril 1976, ce qui veut dire que dans les townships, Soweto, qu'on présente comme des ghettos, il y avait des écoles. Les enfants déboulent dans les rues en uniforme, ce qui veut dire que les petites filles noires étaient en uniforme. C'était pas la chienlit, parce qu'on nous a dit que c'était affreux, que c'était épouvantable. Non, les enfants allaient à l'école, ils étaient scolarisés, voilà. Alors, faut-il y voir révolte qui va conduire à la chute du pouvoir blanc, à la fin du régime de développement séparé et à l'instauration progressive, parce que ça se pourrait faire l'objet d'une émission, d'une suprématie noire qui se dessine de plus en plus. On assassine beaucoup les Blancs en Afrique du Sud, beaucoup de Blancs partent, notamment partaient en Ukraine, les paysans. La fuite humaine est constante, l'hémorragie humaine. Alors, faut-il voir dans les derniers événements Orlando maintenant, Orlando il y a 40 ans, un signe avant-coureur d'un effondrement prochain, j'ai noté, des démocraties permissives et des sociétés qui veulent se baser à contresens naturel exclusivement sur la diversité culturelle et ethnique. Alors, poser la question, c'est certainement y répondre, mais je pense que personne ne veut véritablement tirer les leçons et les conséquences des dérives actuelles. Voilà. Pour aujourd'hui, nous en resterons peut-être là. Parfait, merci beaucoup Monsieur Vernochet. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.